Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à s'entraîner pour le bac. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de physique et pour cette vidéo, j'ai sélectionné l'exercice 2 qui est tombé en 2024 en Polynésie française. Donc c'est un exercice qui s'intitule la protonthérapie sauve la vue et dans cet exercice, en fait, on nous explique qu'il est possible d'utiliser des protons pour essayer de soigner des cancers. Et l'idée de cette thérapie, de ce traitement, ça va être de cibler les cellules cancéreuses et tumorales avec des protons qui ont une forte énergie, ce qui va permettre de détruire les cellules cancéreuses tout en préservant les tissus sains. Et on obtient ces protons de grande énergie en les accélérant grâce à ce qu'on appelle un cyclotron. Et donc l'objectif de cet exercice, ça va être d'étudier un peu ce qui se passe dans le cyclotron. Donc on nous dit qu'un cyclotron est constitué de plusieurs zones. Donc il y a d'abord deux cavités semi-circulaires d'un rayon de 69 cm qui sont séparées par un petit espace qui correspond à la zone A sur le schéma. Et puis en fait le cyclotron, enfin le proton qui va être accéléré, en fait il va euh, passer d'une zone à l'autre et être accéléré, être dévié aussi pour rester à l'intérieur du cyclotron. Mais à la fin, en fait, on va être en mesure d'accélérer justement le proton, donc d'augmenter sa vitesse pour avoir un proton de grande énergie. Et dans un premier temps, on s'intéresse à ce qui se passe dans la zone A, donc le petit espace entre les deux cavités semi-circulaires. Et on nous explique que cette zone A peut être modélisée par un condensateur plan qui est alimenté par une certaine tension alternative, qui est notée U. Et on nous dit que dans cette cavité, il règne un champ uniforme, enfin un champ électrique uniforme qui est noté E et qui a pour valeur absolue de U sur D, avec D qui est la distance entre les deux cavités semi-circulaires du cyclotron. Donc dans un premier temps, on nous dit, en appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'expression du vecteur accélération A du proton dans la zone petit a, en fonction des grandeurs de l'énoncé. Donc pour ça, alors je ne sais pas si c'est dit quelque part, mais on va négliger dans tous les cas le poids du proton. Donc ce sera le cas dans cette partie et dans la suivante. Donc en fait, quand on va appliquer la seconde loi de Newton, donc qui nous dit que la masse fois l'accélération du système, c'est égal à la somme des forces, eh bien il y aura qu'une seule force dans cette somme, donc ça ira assez vite. Mais avant ça, il faut poser le cadre de l'exercice. Donc d'abord dire ce que c'est le système, donc le proton de masse m. Ensuite, préciser le référentiel. Et donc le référentiel, ici, ça sera le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen pour pouvoir appliquer toutes les lois que l'on connaît. Et maintenant, on peut appliquer la seconde loi de Newton. Donc, on va avoir la masse fois l'accélération du proton qui va être égale à la somme des forces. Donc là, on n'a que la force électrique. Et l'expression de la force électrique, c'est E, enfin petit e, la charge de la particule élémentaire étudiée, fois le champ électrique. Et donc, si on isole l'accélération qui nous intéresse, on va avoir l'accélération qui est égale à E sur m fois le champ électrique. Et on nous demande d'en déduire ses caractéristiques, donc la direction, le sens et sa valeur. Donc là, avec cette formule, on se rend compte que l'accélération est collinéaire au champ électrique qui règne entre les deux armatures, enfin entre les deux zones, zone B et zone C. Donc ici, l'accélération va être dans la même direction que E, et on peut même dire qu'elle sera dans le même sens, puisque le coefficient qui est devant, ici, E sur M, c'est positif. Donc A et E sont dans le même sens, et pour calculer la valeur de A, donc sa norme, eh bien on va avoir la norme de A qui sera égale à petit e fois grand E sur petit m. Et donc ça, le petit e, ça fait 1,6 10 moins 19 coulombs. Le champ électrique, on nous dit que c'est... alors on ne nous donne pas directement sa valeur, mais on connaît son expression en fonction de U et D. Alors on nous donne U dans les informations de l'énoncé et D aussi.
Donc on va avoir en fait ici U sur D. Donc U, on nous dit que c'est 50 kV, donc 50 10 puissance 3, divisé par, donc D c'est 1 cm, qu'on convertit en mètres, donc 10-2, fois la masse d'un proton, 1,67 10-27 kg. Et donc ça, normalement, l'application numérique nous donne 4,8 10 puissance 14 mètres secondes moins 2. Et donc, il faut préciser la nature du mouvement du proton. Eh bien, on peut dire que c'est un mouvement qui est rectiligne, donc en ligne droite, et uniformément accéléré, puisque le vecteur accélération est constant. Alors, ça c'est pour la question 1. Et pour la question 2, on nous demande de trouver l'expression de la coordonnée du proton au cours du mouvement, justement, qui est uniformément accéléré. Donc pour ça, on va utiliser le lien entre l'accélération et la vitesse. Et on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc pour déterminer la vitesse à partir de l'accélération, eh bien, il faut intégrer l'accélération. Donc là, on va avoir Vx de t qui va être égal... Ah oui, avant ça, pardon, il faut projeter cette relation sur... enfin, passer d'une relation vectorielle à une relation scalaire. Là, comme tout se passe sur un axe, sur l'axe x, en fait, on peut directement dire que l'accélération selon x, c'est E sur m. Donc, quand on va intégrer ça, on va avoir petit e fois grand E sur m fois t plus une constante d'intégration que je note c. Et cette constante d'intégration, on va pouvoir la déterminer grâce aux conditions initiales. On nous dit dans l'énoncé que à l'instant t égale 0, le proton entre dans la zone A en haut et sans vitesse initiale. Ce qui veut dire que v de x, enfin Vx de 0, c'est égal à 0. Mais si on remplace t par 0 dans cette expression, on trouve que c'est aussi égal à c. Donc en fait, la constante d'intégration c est égale à 0, et on trouve directement que la valeur de la vitesse, c'est E, enfin petit e fois grand E, sur m fois le temps. Et donc, c'est pas tout, il faut maintenant déterminer la valeur du vecteur vitesse du proton au point M1, donc c'est-à-dire quand il s'apprête à sortir de la zone A. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Mais bon, si on réfléchit un peu, nous on connaît la vitesse en fonction du temps. Donc si on connaissait la valeur de t pour laquelle le proton arrive au niveau du point M1, eh bien ça serait gagné, il suffirait de remplacer t par cette valeur et puis faire l'application numérique. Sauf qu'on ne l'a pas, cette valeur. Donc il faut la trouver. Et ce qu'on sait, c'est que au point M1, en fait, x vaut petit d. Donc on peut essayer, plutôt de chercher directement t, de passer par x. Et donc pour trouver l'expression de x au cours du temps, eh bien il faut également intégrer la vitesse, puisque de la même manière que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, on a la vitesse qui est la dérivée de la position. Donc x de t, ça va être égal à petit e fois grand E sur 2m fois t carré, plus une autre constante, que je vais appeler C2 par exemple. Et on sait que à l'instant t égale 0, on se trouve au niveau du point O, donc de l'origine du repère, donc x vaut 0. Ce qui permet d'affirmer que x, enfin que la deuxième constante d'intégration, C2, est elle aussi égale à 0. Donc, nous maintenant, on sait qu'en M1, x vaut petit d. Donc là, ici, x, si on appelle ce temps-là, par exemple, tm1, mais on sait que à cet instant-là, on a x qui est égal à d. Donc autrement dit, on va avoir EE sur 2m fois tm1 au carré qui est égal à d. Et donc si on isole tm1, eh bien on va se retrouver avec racine de 2m d sur petit e fois grand E. Et donc maintenant on l'a trouvé, enfin ce qu'on cherchait tout à l'heure, le temps au bout duquel on se trouve en M1, eh bien c'est ça son expression. Donc maintenant on peut réinjecter ça dans l'expression de V de t,
Et puis, donc, si je repars ici, on va avoir Vx de Tm qui va être égal donc à petit e fois grand E sur m fois racine de 2md sur EE. Et donc, bon, il y a des simplifications, et à la fin, il va rester racine de 2d fois petit e fois grand E divisé par m. C'est pas exactement l'expression qu'on nous donne dans l'énoncé. Nous, dans l'expression de l'énoncé, il y a du u. Sauf que u, toujours d'après l'énoncé, on a que u, c'est égal à e fois d. Donc si le e, enfin le grand E fois d, on peut le remplacer par u, ce qui va nous donner 2 fois petit e fois u sur m. Et là, on retombe sur l'expression qu'on nous demande de trouver. Donc maintenant, il faut faire l'application numérique. Donc il suffit de remplacer donc par les valeurs, hein, on nous donne tout ce qu'il faut dans l'énoncé. Petit e, c'est 1,6 10-19 joules, coulomb. U, c'est 50 kV, et la masse, on l'a déjà utilisé de toute façon, donc on l'a, c'est 1,67 10-27 kg. Et quand on fait l'application numérique, on va trouver 3,1 10 puissance 6 mètres par seconde. Ensuite, on nous demande pour la question 3 d'en déduire les caractéristiques, la direction, le sens et la valeur du vecteur V1 au point M1. Oui, donc en fait, l'application numérique, il aurait fallu plutôt la faire pour cette question, mais bon, on a déjà fait une partie du boulot. Donc la valeur du vecteur vitesse, c'est 3,1 10 puissance 6 mètres par seconde. Et en ce qui concerne ses caractéristiques, bah, il sera selon l'axe X, donc horizontal, vers la droite, parce que donc ici on a quelque chose qui est positif, et puis donc la valeur 3,1 10 puissance 6 mètres par seconde. Donc dans la deuxième partie de l'exercice, on s'intéresse à ce qui se passe dans la zone B, donc dans laquelle il règne un champ magnétique. Donc on nous donne des informations qui seront utiles pour plus tard, et on nous demande, toujours en appliquant la deuxième loi de Newton, d'établir l'expression du vecteur accélération au cours de cette partie du mouvement, et de donner ses caractéristiques. Donc, on travaille toujours sur le proton, c'est toujours le même système, toujours dans le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Donc, si on applique la deuxième loi de Newton, on a ma qui est égal à F, Fm, la force magnétique. Et on nous donne l'expression de la force magnétique, donc on peut la remplacer, puis isoler A. Donc, si on remplace tout ça et qu'on divise par M, on va avoir EVB sur M, fois n, qui est d'après l'énoncé, enfin cette formule-là, la EVBN, c'est donné dans l'énoncé, et le vecteur n, c'est le vecteur normal dans le repère de Freinet. Donc, là ici, cette quantité-là, elle est positive, donc le vecteur accélération sera dans la même direction et le même sens que le vecteur n du repère de Freinet. C'est-à-dire que le vecteur accélération sera orthogonal à la trajectoire et vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire. Ça, c'est pour la question 4. Et maintenant, on nous demande de montrer que le mouvement du proton est uniforme et il faut déterminer l'expression de sa vitesse. Donc, ici, on nous donne dans les données l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet, donc on va tout passer dans le repère de Freinet. Donc si on remplace A par son expression dans ce repère-là, on va avoir dv sur dt fois t plus v carré sur r fois n, donc qui est égal à EVB sur m fois n. Et donc, de cette équation vectorielle, on peut déterminer plusieurs équations scalaires. Donc si on identifie ce qu'il y a devant le vecteur t, donc là il y a dv sur dt, là il n'y a rien, donc on a dv sur dt qui est égal à 0. Puis si on fait la même chose avec ce qu'il y a devant le vecteur n, on a v carré sur r qui est égal à EVB sur m. Donc, ici, on peut isoler dans la deuxième ligne v, et on va avoir v qui va être égal, donc là en fait il y a un v de chaque côté, donc ça se simplifie, hein, et il va rester EBR sur m. Et puis ici, si je garde la première ligne, on n'y touche pas, ça fait dv sur dt est égal à 0. Donc dv sur dt égale 0, ça nous indique que la norme du vecteur vitesse ne change pas. Elle est constante puisque sa dérivée est nulle.
Ce qui veut dire qu'on a bien un mouvement qui est uniforme. Donc ça permet de répondre à la première partie de la question. Et on a aussi établi l'expression de V. Là, au niveau des notations, le grand R, en fait, là, il s'appelle R1 dans ce cas particulier. Donc, voilà. En rajoutant le 1, on retombe exactement sur l'expression qui était annoncée. Et il faut calculer la valeur de la vitesse V. Donc, si on fait l'application numérique, donc ça c'est pour la question 6, on va avoir V qui est égal à 3,1 10 puissance 6 mètres par seconde. Donc, ici, on retombe exactement sur la même valeur que celle obtenue à la question 3. Et donc, c'est cohérent parce que ici, la force magnétique, elle est orthogonale à la direction. Ce qui veut dire que le travail de cette force est nul et que par conséquent, cette force ne va avoir aucun impact sur la vitesse du système, donc en l'occurrence le proton. Donc, tout ce qui va se passer dans la zone B ne va pas avoir d'influence sur la vitesse du proton. Donc, dans toute la zone B, tant que le proton reste dans la zone B, il aura la même vitesse que lorsqu'il venait tout juste d'y entrer dans cette zone. Donc c'est pour ça qu'on retombe sur la vitesse qu'on avait obtenue au niveau du point M1. Ensuite, donc il reste une question. Donc sur la figure 5 de l'énoncé, on représente la valeur de la vitesse du proton au cours du temps, et on nous indique donc les points particuliers de sa trajectoire, donc O, M1, N1, M2, N2, et on nous demande de déterminer la valeur du vecteur accélération à deux endroits différents. Donc d'abord entre les points N1 et M2. Donc entre N1 et M2, on se trouve dans la zone A, ce qui veut dire que le proton aura un mouvement rectiligne uniformément accéléré, d'après ce qu'on avait dit au début de cette vidéo. Pour déterminer cette accélération, eh bien on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc là ici, pour trouver la norme de l'accélération, on va pouvoir prendre une différence de vitesse sur une différence de temps. Et donc pour ça, eh bien on peut regarder ce qui se passe donc sur la figure 5 entre N1 et M2. Et donc si on prend les deux points extrêmes, justement M2, N1, on va avoir comme différence donc 4,4 moins 3,1 fois 10 puissance 6 pour la différence sur l'axe des ordonnées, divisé par 2,9 moins 2,65 10 moins 8 pour la différence au niveau de l'axe des abscisses. Et donc ça fait 5,2 10 puissance 14 mètres seconde moins 2. Et il faut faire la même chose au niveau entre les points M2 et N2. Donc là, sur la figure 5, la valeur de la vitesse ne change pas. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'accélération est nulle. Parce que justement, on l'a vu avant, on avait là entre les points M2 et N2, on se trouve dans la zone C, et ce qui se passera là, ça sera à peu près la même chose que ce qui se passait dans la zone B. Donc on avait une accélération qui était non nulle, pourtant la valeur de la vitesse ne variait pas. Donc là c'est un piège classique, hein. Il faut surtout pas dire que une vitesse constante correspond à une accélération nulle. Mais bon, donc pour déterminer l'accélération entre les points M2 et N2, eh bien, on va pouvoir revenir à ce qu'on avait dans le repère de Freinet. Donc on avait A qui était égal à dV sur dt fois t plus v carré sur r2 fois n. Donc là, la vitesse est constante, donc ce terme-là est nul. Et donc il va rester simplement v carré sur r2 fois n. Et donc v carré sur R2, eh bien ça se calcule bien. La vitesse, on peut la lire. Là, ici, entre M2 et N2, on est à une vitesse de 4,4 fois 10 puissance 6. Donc 4,4 fois 10 puissance 6 au carré. Et le rayon R2, on nous le donne juste avant la question 7, c'est 3,9 cm. 3,9 10 moins 2. Et donc ça va faire 5,0
10 puissance 14 mètres secondes moins 2. Donc, c'était la dernière question de cet exercice. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime à la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.